sixième et dernier cours. Bien, bonjour. Alors, le sixième cours, en fait, je vais le faire peut-être un tout petit peu plus comme un séminaire, c'est que je me permettre de parler un tout petit peu plus de ce qu'on a fait nous-mêmes à Paris à un certain moment, puisque ça va parler de gaz de basse dimension, gaz particulièrement en deux dimensions, et donc ça, c'est des choses qui nous a beaucoup intéressé au cours des 5 à 10 dernières années. Donc c'est de la physique en basse dimension, et quand on pense basse dimension, il y a un point qui est incontournable, qui n'est pas de la physique, mais qui est ce livre. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Flatland. C'est un livre merveilleux, vraiment, il est disponible gratuitement sur Internet, hein, il date de la fin du XIXe siècle. C'est un livre qui est à mi-chemin entre un conte philosophique, un livre de géométrie, un livre de sociologie. Ce que s'est amusé à faire M. Abbott, qui n'était pas du tout physicien ni mathématicien de son état, il était en fait prêtre anglican. Il a imaginé donc comment serait un monde, une société qui vivrait à 2D. Les mondes ne se verraient pas comme on se voit là. Donc il a imaginé une société assez hiérarchisée, même très hiérarchisée. C'était aussi une satire de l'Angleterre victorienne de l'époque. Votre classement dans la société dépendait de votre nombre de côtés. Chaque être vivant était une figure géométrique, et tout en bas de l'échelle, vous aviez les triangles qui étaient ni isocèles, ni rien du tout. Alors ça, c'était vraiment terrible. Un petit peu au-dessus, vous aviez les triangles isocèles, puis les équilatéraux, puis après les carrés, les pentagones, les hexagones. Là, ça commence à devenir vraiment pas mal. En haut, la société, il y a le grand prêtre qui est le cercle. Voilà. Les professeurs d'université sont des carrés. Ce qu'on peut. Et donc, Abbott a vraiment imaginé comment est-ce qu'on ferait pour se reconnaître, c'est-à-dire dans la société, je ne me souviens plus, peut-être les juges, je ne sais pas, c'était... Dieu, c'est le cercle, Dieu, c'est le cercle, le nombre infini de côtés. Donc oui, il imaginait comment est-ce que les gens devaient bouger pour se reconnaître, tout ça, donc en se tournant, on pouvait voir combien de côtés avait son interlocuteur et savoir s'il méritait qu'on lui adresse la parole, si au contraire on avait le droit de lui adresser la parole. Enfin bon, c'est vraiment un livre vraiment très intéressant. Je vous conseille d'aller le lire si vous ne l'avez jamais fait. Il est très populaire dans les pays anglo-saxons, mais pas tant que ça en France, je pense. Alors on va pas faire de sociologie, nous on va faire de la physique, mais la physique à deux dimensions, c'est quelque chose qui, sur le plan appliqué, est très, très important, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs high-tech qui font appel à la physique à deux dimensions. J'en ai remis ici, hein, les puits quantiques sont des objets à deux dimensions. La supra-OTC, on pense que l'aspect bidimensionnel en feuillet des systèmes joue un rôle important. On a vu le graphène dans cette série de cours, on a vu les fluides quantiques, on verra tout à l'heure les films d'hélium superfluide. Tout ça, c'est des manifestations de physique à deux dimensions qui sont vraiment intéressantes. Donc, c'est ça que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, qu'on le voit dans le cadre des atomes. Alors, le premier dans l'ère moderne à s'intéresser à ce que serait la physique à deux dimensions, je crois que c'est Peierls, qui en 1935 s'est posé la question suivante. Donc, c'est le pendant physique de ce que M. Abbott imaginait, c'est si on vivait dans un monde à deux dimensions, est-ce que les objets qu'on connaît bien, est-ce que ces objets existeraient? Comme objet physique qu'on connaît bien, il y a des cristaux. Est-ce qu'on aurait un ordre cristallin si on vivait dans un monde à deux dimensions? Et ce qu'a montré Peierls, c'est qu'en fait, cet ordre serait très compromis. À 2D, ce qu'il a montré, c'est que, imaginons que le cristal existe, donc j'ai comme ça un arrangement régulier d'atomes. Si je prends la fluctuation thermique de l'atome A, ici, j'appelle UA son écart de position d'équilibre, je prends la même chose pour l'atome UB, et je calcule UA moins UB au carré, et puis je moyenne sur la fluctuation thermique. Eh bien, ce qu'on trouve, c'est que cette moyenne, en fait, diverge avec la distance entre atomes. Alors, elle diverge doucement, elle diverge comme un log, mais elle diverge. Elle diverge, ce qui veut dire que, même si je sais parfaitement où se trouve l'atome A, si je vais chercher un atome B qui est assez lointain, eh bien, cette quantité-là sera supérieure à la maille du cristal au carré, et donc, en fait, j'aurai aucune information sur l'endroit où se trouve l'atome B à l'intérieur d'une maille cristalline. Donc, ça veut dire que cette divergence avec la distance DAB, ça veut dire qu'un cristal ne peut pas exister à 2D, au moins si la température est non nulle. À 3D, cette chose-là, elle tend vers une limite finie, et si cette limite finie est
beaucoup plus petite que la maille cristalline, tout va bien, hein, le cristal est stable. Évidemment, si cette limite finie devient de l'ordre de la maille cristalline, là on dit que le cristal fond, c'est un critère bien connu pour la fusion des cristaux, mais à 3D, cette chose-là ne tend pas vers l'infini quand la distance DAB ne tend pas vers l'infini quand la température est non nulle, ça tend vers la limite finie. Voilà. Alors, cette chose, ce résultat de Peyers, là, il a été ensuite généralisé, mieux compris. On associe en général les noms de Mermin, Wagner et de Hohenberg à ce résultat, qui est que si on prend un système avec des interactions à courte portée, eh bien, il n'y a pas de brisure, quand on a deux dimensions, il n'y a pas de brisure d'une symétrie continue. En l'occurrence, ici, la symétrie continue, c'est la symétrie de translation. Bien, si je mets des interactions à courte portée dans ce système-là, eh bien, à température non nulle, il n'y a pas de brisure constitutive de symétrie, donc il n'y a pas de formation de cristal à 2D, comme c'est ce que Peyers avait compris. Pour ce qui nous intéresse, nous, c'est tout ça que je vous ai développé dans cet exposé, ça signifie que si je prends un gaz de boson, eh bien, la brisure d'une symétrie continue, ce serait le fait que le système se condense, choisit une phase parmi une infinité de possibles, et cette transition de Bose-Einstein donc, ne se produit pas dans un système infini uniforme à 2D, que le gaz soit parfait ou en interaction, si la température est non nulle. Et pour le dire en termes mathématiques, la fonction de corrélation à un corps, G1 de R, qui correspond à détruire une particule au point 0 et créer une particule au point R, eh bien cette fonction de corrélation à un corps, quand je prends sa moyenne sur les différentes fluctuations thermiques du système, cette fluctuation de corrélation à un corps tend vers 0 quand la distance tend vers l'infini. Alors que si je prends un gaz de Bose à 3 dimensions, eh bien cette chose-là ne tend pas vers 0, enfin quand je vais passer le seuil de condensation, quand j'ai un condensat de Bose-Einstein, cette chose-là ne tend pas vers 0 quand la distance tend vers l'infini. Si j'ai un condensat de Bose-Einstein qui remplit tout l'océan Atlantique, eh bien connaissant la phase que j'ai en Bretagne, j'aurai la phase de mon condensat que j'aurai sur la côte est des États-Unis. C'est une rigidité de phase suffisante pour maintenir la phase sur toute l'étendue de l'océan. En revanche, à 2 dimensions, eh bien, on n'a pas ça. À 2 dimensions, ça tend forcément vers 0, cette fonction G1 de R, quand la distance entre les points augmente. Alors, néanmoins, le système à 2 dimensions sont spéciaux au sens suivant. C'est-à-dire que bien qu'il n'y ait pas donc, de condensation de Bose-Einstein, comme je viens de le dire, à 2 dimensions, eh bien néanmoins, ces systèmes peuvent devenir superfluides. Et je vais revenir là-dessus en l'exposé, mais la première manifestation expérimentale de ça a été vue par Bishop et Répi en 1978 sur des films 2D, donc d'hélium liquide. Et la manip qu'ils ont faite, alors pour ceux qui ne sont pas spécialistes de physique de l'hélium, la manip suivante, c'est qu'ils ont pris donc un pendule de torsion avec un substrat ici, et ils ont mis sur ce pendule de torsion, sur ce substrat, ils ont mis un film d'hélium. Et ils ont mesuré la fréquence d'oscillation du pendule de torsion. Et ils ont tracé cette fréquence d'oscillation en fonction de la température. Alors à haute température, ils trouvent une certaine période, ici, qui est relativement élevée, enfin, on va dire, bon, les changements sont très faibles, mais donc là la période est relativement élevée, et cette période correspond à une oscillation de l'ensemble cylindre avec son substrat, plus le film d'hélium qui est accroché à la paroi. Donc tout oscille ensemble, le substrat et puis le film d'hélium. Et puis quand on baisse la température, à ce moment-là, on voit un changement rapide, très rapide ici, de période d'oscillation, et ce changement s'appelle de la manière suivante. Certes, le pendule avec son substrat continue à osciller, mais en revanche, le film d'hélium, ou au moins une partie du film d'hélium, la partie superfluide, elle reste au repos dans la surface du laboratoire. C'est-à-dire que les aspérités qui sont à la surface du substrat bougent, mais ne bougent pas assez vite pour entraîner l'hélium, et donc l'hélium liquide superfluide, lui, reste au repos. Et donc ça correspond à un changement du moment d'inertie du système qu'on voit en regardant la période de ce pendule de torsion. Voilà, donc c'est une expérience qui est une expérience très délicate à faire, et encore une fois, les changements ici sont très très faibles, on parle de chiffres d'oscillation en nanosecondes, donc c'est des tout petits changements, mais néanmoins l'effet est bien là. Alors, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette transition superfluide, puisque je dis qu'il n'y a pas de condensation de Bose-Einstein, donc qu'est-ce qui se cache derrière cette transition superfluide? C'est une transition de type Berezinski-Starless, c'est ça que j'aimerais vous montrer. Et puis, bon, c'est des transitions qui sont bien connues depuis longtemps, et il y a des gens dans la salle qui connaissent ça très très bien.
ce que j'aimerais discuter, c'est comment est-ce qu'on observe ça avec des gaz atomiques, en quoi est-ce que les gaz atomiques peuvent donner un éclairage légèrement différent de celui que vous avez vu, par exemple, avec les films d'hélium liquide. Je montrerai comment est-ce qu'on peut caractériser la superfluidité avec ces gaz atomes froids. Et puis, j'aimerais terminer en disant un mot de ce qui se passe quand on va regarder des systèmes qui sont hors d'équilibre. Non pas des systèmes à l'équilibre, superfluides ou non, mais des systèmes hors d'équilibre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de Kibble-Zurek, qui peut se produire et qui décrirait des expériences récentes qu'on a faites dans cette boîte. Donc, je commence par ça, condensation de Bose-Einstein ou transition de Kösterlitz-Dawes, que j'appellerai BKT, pour simplifier, dans tout ce qui va suivre, c'est quand même plus simple à dire. Alors, la condensation de Bose-Einstein. Donc, j'en ai beaucoup parlé dans ces cours, mais je n'ai jamais vraiment rappelé ce que c'était. Donc là, je le rappelle pour bien vous montrer, bien souligner les points importants et les différences entre 2D et 3D. Donc, ce que vous avez tous vu, hein, donc je vais aller quand même vite. Je prends un gaz parfait, ici, je le mets dans une boîte cubique si je suis à 3D, ou une boîte carrée si je suis à 2D. Je sais trouver les états propres à une particule en prenant des conditions périodiques. Ce sont les ondes planes, d'énergie EK égale h bar de K2 sur 2m. Et si mon gaz est à l'équilibre, décrit par une température T et un potentiel chimique mu, eh bien je sais que le nombre d'atomes dans l'onde qui occuperont en moyenne l'onde plane K, ce sera donné par la loi de Bose, 1 sur exponentielle EK moins mu sur KT moins 1. Mu, ce potentiel chimique, donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il doit toujours être négatif, hein, parce que mes énergies EK démarrent à K égale 0 ici, donc EK égale 0 aussi, et j'ai toutes les énergies positives. Donc si je veux que cette chose-là ait un sens, c'est-à-dire que si je veux que ce nombre NK ne soit pas négatif, il faut que le dénominateur lui-même soit négatif, donc il faut que cette chose-là soit plus grande que 1, et pour que cette chose-là soit plus grande que 1, il faut que le moins mu soit positif, donc le mu soit négatif, sinon c'est la catastrophe. Donc mu de potentiel chimique, cette formule-ci n'a de sens que pour des potentiels chimiques négatifs. Alors ce potentiel chimique, comment est-ce qu'on se débrouille pour le trouver? Eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on se donne en pratique le nombre d'atomes qu'on désire, et puis on dit que le potentiel chimique mu, compte tenu de la température, doit être tel que la somme sur tous les vecteurs d'onde K qui composent le niveau d'énergie ici, la somme des NK doit donner le grand N. Alors ça c'est une somme discrète, c'est jamais facile à calculer, les sommes discrètes, donc on préfère toujours se ramener à une limite continue, donc on paramètre ça en énergie, E. On introduit la densité d'état ρ2 associée à la distribution des vecteurs d'onde K dans cette boîte. Ce ρ2 dépend du fait qu'on est à 2D ou 3D, je vais y revenir. Et puis donc, ici, dénominateur, on retrouve la loi de Bose, puissance E moins mu sur KT moins 1 et Et toute la question, c'est est-ce que j'ai vraiment le droit de faire cette substitution-là? C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Le point clé, c'est finalement, est-ce que, si vous me donnez un nombre d'atomes n quelconque et une température T quelconque, est-ce que je suis toujours capable de trouver un potentiel chimique mu tel que le nombre d'atomes que vous m'avez donné soit égal à l'intégrale qui est présentée ici, pour la température choisie? Alors, a priori, le problème n'a pas l'air très compliqué. En tout cas, il y a une chose qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que n est une fonction croissante de mu. C'est-à-dire que mu, je vous ai dit, va être négatif, donc il va partir de moins l'infini. À moins l'infini, donc moins mu va être positif et très grand. Donc là, j'ai un dénominateur qui est très grand, donc tout ça c'est très petit. Donc à moins l'infini, mu égale moins l'infini, j'ai très peu de particules. Et puis je vais augmenter mu pour l'amener jusqu'à 0, et le nombre de particules n est une fonction croissante de mu. Donc la question, c'est dans cette croissance de mu de moins l'infini à 0, est-ce que je peux trouver tous les nombres d'atomes qui m'intéressent? Et la réponse est, ça dépend. Ça dépend si on est à 2D ou 3D. Donc j'ai réécrit ici cette formule-ci qui, elle, est correcte, et cette formule de droite qui, elle, est sujette à caution, avec mu négatif. Et la question, donc, c'est est-ce qu'il y a toujours une valeur de mu, possiblement très près de 0, qui permet de mettre autant d'atomes qu'on veut dans le système? À 3D, la réponse est non. Et je vous rappelle, donc ça, c'est ce qu'on trouve dans tous les cours, hein, donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais la réponse, c'est facile à comprendre. La densité d'état ρ2 à 3D varie comme racine de E pour des particules massives. Et quand vous regardez cette intégrale-ci et que vous prenez la valeur la plus grande possible qu'elle peut avoir, c'est quand mu est nul, puisque je dis que c'est une fonction croissante de mu. La valeur la plus grande possible, c'est quand mu est nul, mais il se trouve que cette intégrale-ci converge, elle est finie. Il n'y a pas de divergence de l'intégrale. Donc du coup, ça veut dire que comme cette intégrale converge, je ne pourrais certainement pas mettre tous les atomes que je veux là-dedans. C'est-à-dire que le nombre maximum d'atomes que je peux mettre là-dedans, c'est en prenant mu égale 0 et en prenant la valeur de l'intégrale pour mu égale 0. Morale de l'histoire, c'est que si vous me donnez plus d'atomes que ça, eh bien je ne saurais pas les écrire de cette manière continue. Je suis obligé de dire, ah ben, sûrement j'avais pas le droit de remplacer la somme discrète par une intégrale,
Et quand on va faire une analyse plus fine, on constate que, essentiellement, la différence entre ce que vous m'avez donné, le n, et puis ce que je suis capable de mettre dans l'intégrale, eh bien, ça va essentiellement se mettre dans l'état le plus bas de la boîte, l'état k égale 0. Donc en fait, la manière de s'en sortir, c'est de prendre mu égale 0 dans l'intégrale. J'ai une intégrale qui est donc finie, qui ne dépend que de la température, et tous les atomes en excès vont se mettre dans l'état k égale 0. Voilà, ça c'est la condensation à 3D, telle qu'on l'apprend dans les livres. Maintenant, à 2D, la réponse est oui. Et c'est aussi facile de comprendre pourquoi, c'est que la densité d'état à 2D pour des particules massives, c'est une constante, ici, et à ce moment-là, cette intégrale diverge. Si vous regardez au voisinage de E égale 0, cette chose-là diverge. Donc du coup, il n'y a plus de problème. Si Einstein, au lieu de considérer un gaz 3D tridimensionnel, avait considéré un gaz 2D, il n'aurait pas inventé la convention de Bose-Einstein. Il aurait dit que tout allait bien, qu'on était capable, quel que soit le nombre de particules qu'on se donne, quelle que soit la température, eh bien, on est toujours capable de trouver une distribution régulière, sans singularité des nk, qui permet d'accommoder le nombre de particules choisies. Tout ça à cause de cette convergence intégrale. Voilà, donc ça c'est la situation pour un gaz parfait. Alors maintenant, j'aimerais vous décrire ce qui se passe en présence d'interactions. Quand même, c'est des interactions qui vont enrichir le problème, qui vont permettre d'aller au-delà de cette constatation un petit peu triviale, qu'il n'y a pas de condensation à 2D. Alors, question, comment est-ce qu'on décrit les interactions dans un système bidimensionnel? Alors, ça peut être très compliqué, on va faire des choses simples ici, et pour ça, eh bien, on va simplement faire une approche de type champ moyen, c'est-à-dire que je vais supposer que mon gaz est bien décrit par une fonction psi de R. Donc à 3D, si je prends mon gaz décrit par cette fonction psi de R, ben là je me raccroche à ce que je disais dans le premier cours. Hein. Je décris les interactions entre atomes par un potentiel de contact avec un préfacteur qui est ce G, là j'ai mis 3D pour bien différencier de ce qui va venir après. 4 pi h bar 2 AS sur M, ouais, c'est la longueur de diffusion. Et puis, bah, de la même façon que tout à l'heure, on avait vu apparaître l'intégrale de la fonction de Vanier à la puissance 4. Si là, mon gaz n'est pas dans une fonction Vanier, mais dans une certaine fonction psi de R quelconque, ce que je vois apparaître, c'est l'intégrale de psi de R puissance 4, avec le terme qu'on avait déjà tout à l'heure, le Ln-1 sur 2, c'est le nombre de paires possibles dans mon système. Alors maintenant, je passe à 2 dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire passer à 2 dimensions en pratique, quand on est dans un laboratoire tridimensionnel? Eh bien, ça veut dire qu'on va fabriquer une feuille d'atomes. Et cette feuille aura une certaine épaisseur petit l dans la direction qu'on veut geler, hein, mais petit l est évidemment fini et pas strictement nul. Je peux décrire cette épaisseur petit l ici par une fonction gaussienne, sur moins z2 sur 2z2, normalisée. Et donc, je peux me donner un ansatz pour le problème bidimensionnel en disant que le psi de R 3D qui est ici, eh bien, ça consiste en une fonction phi de xy qui est à ce stade quelconque, qui va décrire comment est-ce que le gaz évolue, fois quelque chose qui ne porte que sur Z, qui me dit que j'ai gelé ce qui se passe selon Z. Donc le mouvement selon Z, lui, il est rigidement fixé à cette gaussienne et il ne peut pas en sortir. En pratique, ça veut dire que j'ai mis un piège très raide selon Z, je suis dans l'état fondamental de ce piège, si c'est un piège harmonique, mon état fondamental, c'est bien une gaussienne, et pour sortir de cet état fondamental, il faudrait que j'apporte une grande énergie parce que le quantum d'oscillation le long Z est très grand. Donc je suppose que j'ai gelé ce mouvement selon Z. Voilà, donc j'injecte cette ansatz ici, là-dedans, et là, bah, c'est évidemment très facile. Hein. Ici, j'avais une intégrale sur dx, dy, dz. Là, l'intégrale va se séparer. Je vais avoir une partie qui va porter sur xy. Là où j'avais psi module puissance 4, j'aurai phi module en puissance 4, intégré sur xy. Puis la partie sur z, eh ben, j'aurai l'intégrale de la gaussienne à la puissance 4. Ça, reste une gaussienne à la puissance 4, donc ça se calcule facilement. Et je retrouve évidemment le Nn-1 sur 2. Et puis là où j'avais G3D, j'ai maintenant G2D. Et G2D se déduit évidemment de ce G3D ici. J'ai toujours la longueur de diffusion AS au numérateur. J'ai toujours le coefficient H bar 2 sur M, ici. Et puis quand j'intègre ma gaussienne à la puissance 4, et que je prends en compte le coefficient de normalisation qui est là, je vois apparaître un 1 sur L. L, je rappelle, c'est l'épaisseur de mon gaz, ici. Donc finalement, le bilan de ce diapo-là, c'est que quand on décrit les interactions à 2D, eh bien finalement, ces interactions sont décrites par un nombre sans dimension. Alors qu'à 3 dimensions, les interactions sont décrites par cette longueur de diffusion. À 2 dimensions, les interactions sont décrites par un nombre sans dimension. Le rapport de 2 longueurs, en fait, AS, la longueur de diffusion 3D, divisé par L, l'épaisseur du gaz. Ici. Et selon la valeur de ce nombre sans dimension comparé à 1, eh bien on est en présence d'un gaz en interaction faible ou en présence d'un gaz en interaction forte. Il y a en plus en facteur H bar 2 sur M, mais lui je le mets en facteur, et ce qui va m'intéresser, c'est ce
G tilde, ici, le racine de 8pi à S sur N. Alors, pour fixer les idées, les fils d'hélium de messieurs Bishop et Répi étaient à G tilde à peu près de l'ordre de 1. Avec des gaz atomiques, on peut faire des valeurs ici entre 0,01, c'est-à-dire un gaz dans l'interaction vraiment faible, jusqu'à 1, c'est-à-dire un gaz dans l'interaction forte. Voilà. Alors, j'insiste sur le fait que là, c'est quand même une description très schématique et très simplifiée. Si on veut aller plus loin, c'est fait dans un article que je cite en référence, il faut vraiment se poser le problème de la collision de deux particules à deux dimensions. Alors c'est un petit peu plus compliqué que les collisions à trois dimensions, il y a des fonctions de Bessel qui arrivent, des fonctions de Henkel. C'est pas aussi simple qu'à 3D, c'est la vie. Mais bon, on y arrive, hein, à faire une théorie de la diffusion à 2D, mais essentiellement, dans une limite qui correspond à celle de l'expérience, on retombe sur cette conclusion-là. Donc j'ai un peu triché en simplifiant, mais la conclusion, elle, reste correcte. On a le droit de décrire nos interactions par ce G tilde, et dans la suite, donc, je vais toujours parler de G tilde, cette force d'interaction qui est ce nombre sans dimension, rapport de deux longueurs. Bien. Alors maintenant, voyons comment est-ce que les interactions vont entrer en ligne de compte quand je vais chercher à décrire la dynamique de mon gaz. Donc je suppose que mon système est décrit par cette fonction d'A de D, phi de R et de T, racine de N et de R pour les puissances θ, où N de R est donc la densité locale de mon système. Je suppose que j'ai des interactions répulsives entre mes atomes, c'est le cas de G tilde positif. Si l'interaction était attractive, G tilde serait négatif, mais là elles sont répulsives, donc G tilde est positif. Et je suppose que donc les interactions sont assez fortes pour que je puisse, d'une certaine manière, après une étape d'élimination de moyenne à gros grains, je suis capable d'oublier complètement les fluctuations de densité pour me concentrer sur les fluctuations de phase. C'est-à-dire que je peux ici mettre la racine d'une densité qui va être constante et qui, via cette moyenne à gros grains, va être essentiellement la densité superfluide fois sur les puissances θ. Donc la phase qui fluctue. Et maintenant, j'aimerais voir ce qu'on peut dire intéressant sur cette phase. Alors, ce qu'on peut dire intéressant, c'est des techniques standards de théorie statistique des champs. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la phase ici, et puis on la développe en série de Fourier, donc la phase a une série de modes propres, et puis je suppose que pour chacun de ces modes propres, j'ai une partition de l'énergie. Alors ensuite, je peux calculer des moyennes en moyennant sur les différentes réalisations thermiques le remplissage thermique de ces différents modes, et je suis capable, je saute des calculs là, mais bon, ils sont vraiment standards et ils nous enseigneraient pas grand-chose, donc je donne juste le résultat. Donc cette phase ici, une fois que je fais cette défense avec Fourier, je trouve la chose suivante. Je trouve que l'écart quadratique moyen, c'est-à-dire θ de R moins θ de 0, je prends la phase en un point R, la phase en un point 0, je prends le carré de tout ça, je moyenne sur les fluctuations thermiques, via cette équipartition de l'énergie, et je trouve que cette quantité-là varie de la manière suivante. Vous voyez apparaître ici 2 sur N0, donc ce que j'ai appelé densité superfluide ici, ça se justifiera dans un instant, fois lambda 2. Lambda, c'est la longueur d'onde thermique. La longueur d'onde thermique, je crois que je l'avais déjà introduit avant, c'est simplement h bar racine de pi sur racine de mkt, c'est grosso modo l'extension des petits paquets d'ondes à température T. Donc le N0 lambda 2 ici, sachant que N0 c'est une densité bidimensionnelle, N0 lambda 2 c'est la densité dans l'espace des phases de mon système. Donc ça me dit si le système est proche de la dégénérescence ou pas. Quand N0 lambda 2 est grand, ça veut dire que je suis un système dégénéré. Quand N0 lambda 2 est petit devant 1, ça veut dire que mon système est encore très boltzmannien, si je puis dire. Et puis ici, donc ça c'est un terme constant, et puis je vois apparaître ici log de R sur xi. R c'est donc la distance entre les deux points que je considère, et xi c'est une échelle de longueur qui est associée aux interactions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'échelle j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, quand je vous donne une énergie, vous êtes capable de fabriquer une longueur, en mécanique quantique, mais vice versa. Donc là, si je vous donne l'énergie d'interaction, vous fabriquez une longueur. Cette longueur-là est de l'ordre de 0,1, 0,2 microns dans les expériences. Donc là, je trouve que la phase, ici, varie comme log de R sur xi. Ça doit vous rappeler quelque chose. C'est exactement le résultat qu'avait obtenu Pyers dans un autre contexte, mais avec un raisonnement vraiment similaire. Il ne s'intéressait pas à une phase locale, il s'intéressait à des positions d'atomes dans un réseau, mais c'est la même algèbre qu'on fait pour arriver à ce résultat. Voilà, donc ça me dit comment fluctue la phase en présence d'interactions qui me gèlent les fluctuations de densité, comment fluctue la phase dans mon système. Maintenant, je vous ai dit en introduction que ce qui est intéressant, c'était de caractériser
la distribution de mes atomes dans mon gaz par cette fonction de corrélation G1. Hein, je vous ai dit G1, c'est je détruis l'atome en 0, je crée un atome au point R, là. Donc dans ce modèle de champ classique, c'est simplement phi étoile de R, phi de 0. Donc phi de R et de T, on vient de dire que c'était racine de N0 et puissance I θ, cette phase fluctuante. Donc G1, c'est N0 et puissance I θ de R moins θ de 0. Donc j'injecte cette valeur de phi de R dans cette fonction de corrélation. Fonction de corrélation à un corps. Hein. Maintenant, on a, je l'ai dit à la diapositive précédente, θ de R moins θ de 0 varié comme ce log là. Et là, j'utilise un résultat qui est un résultat connu en statistique gaussienne, c'est que la valeur moyenne de puissance I phi, si phi est une variable aléatoire gaussienne, simplement puissance moins phi carré sur 2. Donc, quand je injecte ce résultat-là pour θ carré ici, eh bien, je vais voir apparaître l'exponentielle ici du logarithme. L'exponentielle d'un logarithme, c'est simplement la variable elle-même, avec une certaine puissance. Et en l'occurrence, la puissance, ça va être quoi? Mais ça va simplement être 2 sur N0 lambda 2 divisé par 2 à cause du 2 qui est là. Donc c'est G1 de R, c'est une loi algébrique, le xi sur R qui est ici, puissance alpha, où alpha c'est 1 sur N0 lambda 2. Voilà, c'est le résultat auquel je voulais arriver, c'est un résultat qui est non trivial, hein, qui est que donc, dans ce système bidimensionnel là, dans lequel j'ai encore une fois gelé les fluctuations de densité pour ne garder que les fluctuations de phase, eh bien je trouve que la fonction G1, la corrélation à un corps, décroît algébriquement avec la distance. Et l'exposant, c'est simplement 1 sur la densité dans l'espace des phases, 1 sur N0 lambda 2. Voilà, c'était un petit peu long, mais je voulais quand même le faire de manière posée pour que tout le monde voit d'où ça sort. Alors ça, deux remarques. Première remarque, c'est que c'est bien compatible avec le théorème de Merlin-Wagner, à savoir que ce théorème nous disait qu'il n'y a pas d'ordre à longue portée dans un gaz à deux dimensions, et en l'occurrence, hein, de l'ordre à longue portée, ça voulait dire que G1 de R aurait dû tendre vers une valeur non nulle à l'infini. Donc là, il n'y a pas de problème, ça tend vers 0 à l'infini, ça tend algébriquement vers 0 à l'infini. Mais donc ça tend vers 0, mais comme je viens de dire, c'est algébrique. Et c'est une décroissance algébrique qui est donc relativement molle. Hein, on va voir tout à l'heure que le paramètre alpha, il est petit, en fait, il ne peut pas dépasser un quart. Et du coup, même si ça décroît algébriquement, ça reste compatible avec un comportement superfluide. Quand ça décroît exponentiellement, sur quelques valeurs de xi, G1 de F, là, ça casse toute superfluidité. Mais une décroissance aussi molle, finalement, ça veut dire que localement, tout se passe comme si mon système était condensé, et du coup, le comportement superfluide est toujours possible. Alors, est-ce que ça c'est la fin de l'histoire? La réponse est non, c'est pas la fin de l'histoire, parce que, quand même, là j'ai fait une approximation assez forte. J'ai supposé que j'avais ma phase θ de R, et que j'avais le droit de la décomposer en série de Fourier. Hein, c'est ce que j'ai fait, j'ai dit je la décompose en série de Fourier, et j'applique l'équipartition pour chacun des modes. Mais ça c'est toujours un petit peu dangereux de décomposer une phase en série de Fourier, parce qu'une phase, vous savez très bien que ça peut avoir des points singuliers. Si vous pensez à des vortex, par exemple, aussi bien en optique qu'en matière condensée, un vortex c'est un point autour duquel la phase tourne de 2 π. Donc, au voyage d'un point comme ça, le point en série de Fourier ne va jamais converger. Donc, le développement en série de Fourier que j'ai fait est valable simplement si je suppose que je suis effectivement suffisamment froid, je n'ai pas de vortex présent dans mon système, ou en tout cas, ceux qui pourraient y avoir ne contribuent pas de manière significative à ces fluctuations de phase. Autrement, tout le développement en série de Fourier s'effondre, ça ne marche pas. Ou alors ça marche au prix de complications que je ne veux pas envisager ici. Donc, c'est pas la fin de l'histoire, et c'est tellement pas la fin de l'histoire que quand on met les choses ensemble, eh bien on arrive à un diagramme de phase qui a l'allure suivante. Ce que je vous ai raconté avec ma décroissance algébrique, c'est valable à basse température, ici. Donc là, effectivement, quand la température est suffisamment basse, j'ai bien cette décroissance algébrique de G1, j'ai bien l'état superfluide, mais quand on augmente la température, et ça c'est ce qui a été compris pour la première fois par Staules, il y a un point critique qu'on rencontre, et au-delà de ce point critique, eh bien, G1 ne décroît plus algébriquement, mais décroît beaucoup plus vite. Sa décroissance devient exponentielle. Et là, on perd le caractère superflu du système. Le système devient normal. Et ça correspond exactement à ce qu'avait vu Bishop et Répi. Hein. C'est-à-dire que ici, il y avait un certain nombre d'inertie qui était là, qui correspondait à l'oscillation de l'ensemble substrat plus film d'hélium. Et puis, en dessous de TC, le système devenait superfluide, au moins une partie du système. Et donc, c'est là que le moment d'inertie était réduit. Alors, quelle est l'origine de cette transition TC ici? Donc, ce n'est pas une condensation de Bose-Einstein. Hein. Encore une fois, on est à 2 dimensions, on a un gaz infini, donc il n'y a pas de condensation possible.
L'origine de cette transition, eh bien, c'est précisément les vortex, c'est eux qui peuvent causer problème dans la démonstration de la décroissance algébrique. Et ce qu'on comprend comme Stowles, c'est la chose suivante. C'est que les vortex, ils sont toujours présents comme excitation possible dans le système. Au moins, si le système est à température non nulle, il peut toujours y avoir des vortex. En l'occurrence, les vortex, je vous rappelle encore une fois ce que c'est. C'est quand j'écris ma fonction d'onde phi de r sous cette forme-là, un vortex, c'est un point où la fonction d'onde s'annule, n de r égale 0, et autour de cette fonction d'onde, eh bien, θ tourne une quantité plus de pi ou moins de pi. Il peut aussi y avoir des vortex, ça tourne de plus 4pi ou moins 4pi, ou des multiples de pi, mais cela joue un rôle négligeable dans l'analyse. Et donc, ce qui se passe, c'est que même si ces vortex sont toujours présents dans le système, ils ne sont pas du tout présents de la même façon selon qu'on est en dessous de Tc ou au-dessus de Tc. Quand on est en dessous de Tc, les vortex sont là, mais ils sont toujours là de manière appariée. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai un vortex qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, comme celui-ci, un vortex plus de pi, disons, eh bien j'ai le vortex en moins de pi juste à côté. Donc ils sont appariés. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous prenez un ensemble d'électrons et puis de protons. Si vous êtes à basse température, eh bien, cet ensemble de protons et d'électrons, il se débrouille pour combiner et former des atomes d'hydrogène. Donc ce que je dessine ici comme ferraillé, c'est un atome d'hydrogène avec un proton et un électron. Sauf qu'un proton et un électron, ils n'ont pas la même masse, donc c'est un petit peu plus compliqué. Là, les vortex, ils sont exactement la même structure. La seule chose qui change, c'est le sens de rotation de leur phase. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est calculer la distance moyenne entre les deux membres de la paire, ici, en fonction de la température, et on trouve que quand la température augmente, cette distance moyenne augmente. Si vous voulez, la paire vortex-antivortex est de moins en moins liée quand la température augmente. Et puis à Tc, ce qui se passe, c'est bien que cette distance moyenne diverge, devient infinie, et donc à ce moment-là, les paires de vortex se cassent, il y a prolifération des vortex positifs, des vortex négatifs, chacun vit sa vie, et à ce moment-là, ça casse toute superfluité possible. Je n'ai plus le droit de faire mon développement de la phase, la décroissance de G1 n'est plus algébrique, elle devient exponentielle, et je perds toute superfluidité. Donc le mécanisme de Stowles, vraiment de manière très bande dessinée, c'est à ça que ça ressemble. Et il y a une prédiction importante de ce mécanisme, qui est quelque chose que vous aviez peut-être vu sur le résultat de Bishop et Répi, c'est que la densité superfluide, que j'ai appelée N0 tout à l'heure, eh bien, ça varie très très vite au voisinage de Tc. À la limite thermodynamique, ça saute brutalement, c'est-à-dire que dans la partie droite, la densité superfluide est nulle, puisque je vous ai dit que c'était un gaz normal, donc il n'y a pas de superfluide. Et si je me mets immédiatement à gauche de la transition, là, au point Tc moins, eh bien là, la densité superfluide est telle que la densité N0 fois lambda 2, c'est-à-dire la densité reste des phases, ça vaut 4. Donc on a un saut de la densité superfluide qui fait phase de 0 à 4 sur lambda 2 au point T. Et effectivement, dans la manif de Bishop et Répi, si vous vous souvenez bien, le saut était vraiment brutal. On n'a jamais la limite thermodynamique, donc c'était pas vraiment une discontinuité, mais ça passait très très vite d'une valeur nulle, la réduction de mon inertie, à une valeur significativement non nulle. Voilà, donc ça c'est le modèle de Stowles dont je vais avoir besoin dans la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec des gaz d'atome froid? Qu'est-ce qu'on observe? Alors déjà, comment est-ce qu'on se débrouille pour faire un gaz d'atome froid? Eh bien, comme je disais, ce qu'il faut, c'est geler le mouvement dans une direction de l'espace. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on met un potentiel harmonique le long de l'axe Z, donc je vais appeler Z la direction qu'on gèle. Ce n'est pas toujours des gaz horizontaux, mais enfin bon, on appelle toujours Z la direction perpendiculaire au plan du gaz. Et ce qu'il faut, c'est avoir un oméga Z, fréquence d'oscillation dans ce potentiel harmonique sur Z suffisamment grande, pour qu'à la fois les échelles de température et les échelles d'interaction entre atomes soient petites devant h bar oméga Z. À ce moment-là, on peut dire en bonne approximation que les atomes occupent l'état fondamental du mouvement selon Z et que l'excitation des autres niveaux, avec vibrationnel selon Z, est négligeable. On reviendra un tout petit peu là-dessus dans un instant. Alors comment faire ça? Alors là, il y a tous les coups sont permis, il y a plein de méthodes. Le plus simple, c'est sûrement de prendre un faisceau désaccordé sur le rouge. Si vous vous souvenez du premier cours, un faisceau désaccordé sur le rouge, c'est un faisceau tel, désaccord sur le rouge, ça attire les atomes vers les régions de haute intensité. Donc vous prenez un faisceau laser désaccordé sur le rouge, vous le focalisez avec une lentille cylindrique, vous faites localement une nappe de lumière très fine, et les atomes vont avoir envie de se mettre dans cette nappe de lumière, ça marche, c'est comme ça que ça a été vu la première fois. Vous pouvez faire un réseau optique à une dimension. À ce moment-là, ce n'est pas un gaz que vous produisez, mais c'est une série de gaz, une série de crêpes, si vous voulez, toutes parallèles les unes aux autres. Alors après,
à charge aux exploitateurs d'aller isoler une de ces crêpes ou deux crêpes seulement s'ils veulent faire des manipes spéciales. Des manips un petit peu plus sophistiquées consistent à faire prendre des faisceaux bleus. Les faisceaux bleus, ceux-là, c'est ceux qui repoussent les atomes. Mais si vous préparez ces faisceaux bleus dans un mode un peu spécial, un mode où l'intensité est nulle au centre, avec deux lobes, un lobe plus et un lobe moins ici, à ce moment les atomes vont se mettre au milieu ici, donc vous faites une nappe unique. C'est un petit peu plus flexible de faire ça que de faire la première méthode, donc bon, on préfère souvent faire ça. Enfin voilà, il y a plein de méthodes. Je dirais que c'est l'imagination qui... Ensuite, il faut s'occuper du confinement dans le plan XY, donc dans horizontal. Alors là, beaucoup de manips ont été faites avec les gaz piégés harmoniquement. Donc le confinement dans le plan XY, c'est simplement 1,5 de m oméga carré x2 plus y2. Ce qu'on fait depuis depuis un an ou deux maintenant, c'est des choses qui ouvrent un peu plus de possibilités, c'est de se dire on va prendre un masque ici, et puis on va faire une image de ce masque sur les atomes, toujours en prenant un faisceau désaccordé sur le bleu. Donc ce qui se passe dans le plan des atomes ici, c'est que les zones sombres du masque, il n'y a pas de lumière, les zones brillantes du masque, il y a de la lumière qui est transmise par le masque. Et donc, si l'atome cherche à se mettre là où il n'y a pas de lumière, eh bien, on dessine comme ça, dans ce plan-là, des circuits pour les atomes. Alors, ça peut être des circuits tout bêtes, comme un disque, mais ça peut aussi être un anneau comme ça, mais ça peut être aussi beaucoup de choses beaucoup plus compliquées. Hein. Si vous avez un petit labyrinthe petit labyrinthe pour votre atome, vous pouvez le faire. On peut faire beaucoup de choses. Tout ce qu'il faut, c'est avoir le bon masque. Voilà. Donc là, vous avez ici un exemple de gaz uniforme. C'est un joli petit disque. Bien, alors, une des premières manips qui a été faite sur les gaz de la dimension, c'est une manip qu'on avait faite en 2006, donc ça fait déjà 10 ans maintenant. C'est la première manip qui a montré qu'il pouvait y avoir des vortex simplement induits par la température dans ces systèmes. Ça a consisté à prendre deux plans atomiques, donc un plan que j'appelle PSIA et un plan PSIB. Donc, la situation, on avait un réseau optique et on avait chargé deux plans du réseau sonique. On s'était débrouillé pour des atomes qui étaient en dehors de ces deux plans. Et puis à un instant donné, on a coupé le confinement selon l'axe Z. Donc le plan PSIA s'est étalé selon l'axe Z, le plan PSIB s'est étalé selon l'axe Z. Donc les atomes venant de PSIA et les atomes venant de PSIB se sont recouverts. Et ensuite, on a envoyé un faisceau imageur se propageant dans cette direction-ci. Et on a vu sur une caméra, donc comme ça, des belles franges d'interférence. C'est ce que vous voyez. Enfin, au moins si on est en dessous d'une certaine température critique TC. Si on est au-dessus, là, c'est une figure uniformément grise. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous permet donc d'avoir une information sur la phase relative de PSIA et PSIB localement. Enfin, donc localement. En intégrant selon la direction Y, mais localement. Alors, qu'est-ce qu'on voit si je reprends ces interférogrammes et si je les regarde un petit peu plus en détail? Si on est à très basse température, on voit des franges quasiment droites, comme ça. Ça veut dire que la phase de PSIA et la phase de PSIB est quasiment uniforme. Donc ça veut dire qu'on est vraiment très très froid. Donc certes, on est censé avoir une décroissance algébrique, mais l'explosion de la décroissance algébrique est tellement faible que finalement ça a à peine le temps de décroître sur l'étendue de l'échantillon. Ensuite, si j'augmente la température, à ce moment-là, on commence à avoir des oscillations comme ça. Vous voyez que la phase sur un bord n'est pas du tout égale à la phase du milieu, et différente à la phase sur l'autre bord. Donc ça, c'est les fluctuations de phase qu'on attend pour ces systèmes de dimension réduite. Mais ce que vous voulez voir, c'est des vortex. Et les voilà, les vortex, voilà à quoi ça ressemble. Les vortex du côté, c'est ça. Le vortex, ça apparaît comme une dislocation. Si vous supposez, dans un schéma très simplifié, que vous avez un vortex, disons, dans le plan supérieur et pas de vortex dans le plan inférieur, là où vous avez un vortex, donc vous avez une phase qui fait un tour de 2π autour du vortex, donc vous avez 0 ici, bon, disons, c'est les idées. Ici, vous avez π sur 2, π, 3π sur 2, et puis là, 2π, donc 0. Quand je fais interférer 0 avec une phase uniforme, que je peux appeler 0, eh bien ici, ça va me donner du cosinus carré kz. Quand je fais interférer 0 avec π, ça va me donner sinus carré kz. Donc, tout ce qui va dans cette partie du vortex, ça va être en sinus carré kz, ça correspond à ces traits-là, alors que tout ce qui va être dans la partie droite ici de l'écran, ce sera en cosinus carré kz sur cette partie, avec une dislocation, là où je suis sur le cœur du vortex. Donc, en analysant ce genre de dislocation, là, on peut remonter, c'est ce qu'on avait fait à l'époque, à une statistique de vortex. Alors, je ne vais pas commenter plus ces manips, parce qu'il y a vraiment des manips préliminaires, donc les manips ont bien progressé depuis. Je
vous montre un résultat assez joli, enfin très joli même, obtenu par un groupe coréen il y a 2 ans, qui a une petite manipulation sur le gaz 2D, c'est-à-dire qu'ils font redevenir 3D puis s'étendre. Ils disent qu'ils ont besoin de ça pour voir ce résultat, mais le résultat est spectaculaire. Donc ça, c'est toujours un gaz à 2 dimensions, mais cette fois-ci vu de dessus. C'est plus un gaz vu de côté comme ce que je vous décrivais ici. Là, je le regardais de côté. Et là, maintenant, je le regarde de dessus. Et ce qu'ils voient, c'est des trous qu'ils identifient comme des vortex. Et ces trous, en plus, c'est assez clair qu'ils viennent par paire. Hein. Si vous regardez bien, ce trou-là est proche de celui-ci, ce trou-là est proche de celui-là, celui-là est proche de celui-là, ces deux-là ici, côte à côte, encore ici. Donc, l'image de vortex appairé dans une zone qui est une zone à la limite d'être superfluide est très bien validée. Les vortex sont plutôt sur le bord, mais ça correspond également aussi à ce qu'on attend. Si vous croyez à l'approximation de densité locale que je vous présentais tout à l'heure pour l'isolant de Mott, eh bien là, je la retrouve. C'est-à-dire que j'ai un système dont la densité varie de manière continue. Donc au centre, j'ai une densité très élevée, donc un n lambda 2 très élevé, donc quasiment pas de paire de vortex excités. Et puis quand je vais vers le bord, j'ai le paramètre n lambda 2 qui diminue. Lambda est constant, c'est la même température partout, mais la densité chute, donc n lambda 2 diminue. Donc là, j'ai plus de vortex, la distance moyenne entre membres d'une paire augmente, donc ça devient plus visible. Et puis après, au-delà de ça, je perds la superfluidité, mon gaz devient normal, mais il y a très peu d'atomes, donc de toute façon, on ne voit pas grand-chose. Et ici, vous avez la statistique, donc les positions radiales des vortex qui ont été trouvées. Donc ça, c'est le profil du gaz, et ça, c'est le nombre de vortex. Donc il n'y a quasiment pas de vortex entre 0 et 50 microns, et puis à un rayon de 100 microns, c'est là qu'il y a un maximum, et puis ça redécroît, là où il n'y a quasiment plus d'atomes visibles dans cette zone. Voilà, donc ça c'est une jolie manip faite à Séoul. Maintenant, on va essayer d'être un petit peu plus quantitatif. On a vu les vortex. On va essayer de préciser le point de transition. Le point de transition où se produit la transition de Kosaret-Saul. Et ça, c'est une question qui n'est pas triviale. Ce n'est pas quelque chose d'universel comme ça l'est pour la condensation de Bose-Einstein. C'est quelque chose qui nécessite des calculs non triviaux. Vous allez me dire, mais j'ai déjà donné la réponse. J'ai déjà dit n0 lambda 2 égale 4 au point de transition. Certes, j'ai donné cette réponse-là, mais n0 dans cette réponse-ci, c'est la densité superfluide. Donc la densité superfluide, a priori, je ne la connais pas. La densité superfluide, c'est un sous-produit de ma théorie. Tout ce que je connais, moi, c'est combien d'atomes j'ai mis dans mon piège, donc c'est la densité totale. Et je ne sais pas comment ma densité totale se sépare en une densité superfluide et puis une densité normale d'un gaz avec de la viscosité. Donc, ce que prédit Saoulès, c'est que n0 lambda 2 doit être égal à 4 juste avant le point de transition, mais ils ne me disent pas quelle est la densité totale que je dois mettre pour avoir cette densité superfluide égale à 4. Donc ça nécessite des calculs supplémentaires. C'est un résultat qui dépend de la force d'interaction, et ces calculs ont été faits par Prokofiev et Svistunov un peu après les 2000. Et le résultat s'écrit de cette manière suivante, de cette manière-là. N total fois lambda 2, c'est le log de un nombre, donc ce nombre-là, c'est ce qu'ils ont calculé, il faut 380, divisé par G tilde. G tilde, c'est ce paramètre sans dimension qui caractérise la force d'interaction. Ce nombre qui vaut typiquement 0,1, de 0,01 à 1 dans nos expériences. Et si je prends un G tilde qui vaut 0,1, donc un dixième, cette chose-là, ça vaut à peu près 8, N0 lambda 2 total. Donc ça veut dire que pour un gaz en interaction relativement faible comme ça, au point de transition, qui est donc, j'attends une densité superfluide de 4, et la densité totale vaut 8, donc ça veut dire que j'ai à peu près la moitié du gaz qui est superfluide et l'autre moitié qui est normale. Alors évidemment, c'est une théorie qui ne va pas tenir le coup très longtemps, c'est-à-dire que si je vais vers des G tilde qui sont très très grands, si G tilde est très très grand, le log de C sur G tilde va devenir plus petit, donc cette chose-là va devenir de plus en plus petite et ça va tomber en dessous de 4. Là, clairement, c'est la limite de la théorie. Parce que la densité totale ne peut pas être plus petite que la densité superfluide. Donc c'est une théorie qui est valable seulement si G tilde n'est pas trop grand. Mais si vous regardez quand ça se casse la figure, il faut que G tilde soit de l'ordre de 10. Et donc G tilde égale 10, ça n'a pas vraiment été réalisé expérimentalement encore. Donc bon, non, ils ont encore le temps d'améliorer. Et c'est une théorie Monte Carlo de champ classique. Donc ce qu'il faut, c'est aller au-delà de cette théorie de champ classique. Il y a Adam, je ne sais pas s'il est dans la salle, oui, il est là-bas, qui lui a développé des Monte Carlo quantiques et qui aura peut-être des choses à dire sur ce qui se passe dans les G tilde beaucoup plus grands, si vous lui posez la question. Mais tu as des choses à dire? On pourra revenir là-dessus. Voilà, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a été vu expérimentalement? Donc,
Là, je vais donner des expériences qui ont été faites à Boulder en 2010, qui ont vraiment très bien identifié le point de transition. Donc ce rho lambda 2, là, enfin, n lambda 2, n total lambda 2 de l'ordre de 8. Donc ce qu'ils ont fait, c'est la chose suivante, ils ont pris un gaz harmonique, toujours, et puis ils ont changé sa température. Ce que vous voyez ici, c'est donc la distribution d'atomes en fonction du rayon. Donc 0, c'est le centre du piège, 100 microns, 150 microns, ça c'est des images in situ du gaz, et on fait une moyenne radiale, moyenne sur l'angle, pour obtenir le nombre d'atomes en fonction de la distance au centre. Vous avez deux courbes ici, une courbe bleue en très épais et une courbe noire en très mince. Alors, ces deux courbes, c'est simplement la chose suivante. La courbe noire, c'est ce qui est vraiment mesuré, c'est la densité radiale totale. Ce qu'ils ont fait pour avoir la courbe bleue, c'est qu'ils ont soustrait ce qu'ils pensaient être le nombre d'atomes dans les états excités du mouvement selon Z. Je vous dis, on essaie de geler le mouvement selon Z pour avoir presque toute la population dans l'état fondamental du mouvement selon Z, mais néanmoins, quand on est à température finie, il y a quand même un petit peu d'atomes qui sont dans les états excités selon Z, surtout si la raideur selon Z n'est pas très très grande. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supposé que les atomes qui étaient dans les états excités selon Z étaient bien décrits par une statistique de Boltzmann, et donc ils ont simplement soustrait ce qu'ils attendaient grâce à la statistique de Boltzmann pour tomber ici. Voilà. Donc c'est une approximation de gaz parfait qui permet de passer de la courbe noire à la courbe bleue. Et on va donc s'intéresser à la courbe bleue maintenant qui représente les atomes dans l'état fondamental selon l'axe gelé. Et ce qu'ils font, donc, c'est qu'ils augmentent le nombre d'atomes, donc ils passent d'une densité centrale qui est de l'ordre de 4 ici, 6 ici, 8 là typiquement, et là 12. Donc on s'attend à passer le point de transition quelque part par là, mais je dirais il n'y a pas grand-chose de clair entre là et là, enfin on ne voit pas de transition de phase manifeste ici. Alors plutôt que de regarder in situ, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une expérience de temps de vol assez précise, même très précise. Et donc là, ils ont laissé le système s'étaler. Et l'idée, c'est un petit peu comme les pics de Bragg tout à l'heure, c'est que quand une fois que le système devient superfluide, eh bien, la manière dont il s'étale dans le temps de vol n'est pas la même que si c'est simplement un gaz de Boltzmann. Et donc, en particulier dans ce cas-là, comme quand le système devient superfluide, on a un ordre à longue portée G1 qui décroît lentement, eh bien, ça correspond à une distribution en impulsion qui est très piquée. Et donc, la signature de la transition, en fait, c'est l'apparition d'un pic dans la distribution d'impulsion. Et ce pic, vous le voyez très bien, il est ici, il est là, alors qu'il n'est pas là et qu'il n'est pas là. Donc ils ont pu comme ça pointer assez précisément la transition, puisqu'en passant de 176 à 171 nanokelvin, eh bien, ils voient apparaître ici le pic correspondant à une densité d'espace de phase de l'ordre de 8. Donc ça confirme bien la position de la transition calculée par le calcul Monte Carlo de Goguet. Alors, une chose que j'aimerais discuter maintenant, c'est les effets de taille finie. Ça, c'est quelque chose qui est toujours important dans la physique à deux dimensions, parce que vous avez vu que souvent, ce qu'on voit apparaître, la dimension du système, apparaît soit via un log de R, soit via une décroissance algébrique en fonction de R, mais avec des exposants qui sont très petits. Et donc, les effets de taille finie sont toujours importants, et c'est essentiel de bien comprendre leur rôle dans nos manips. Alors, j'essaie d'expliquer ça un tout petit peu en m'appuyant sur une phrase célèbre qui va venir ici. Voilà, je ne sais pas où est l'auteur de la phrase. Elle est là, voilà. Oui. Voilà, alors je ne la mets pas tout de suite, la phrase, je pose juste ces 2 minutes. Prenons donc un système de taille finie. Je vous ai dit que j'ai une fonction G1 de R qui décroît algébriquement. G1 de R décroît comme 6 sur R à la puissance alpha, et je dis alpha, c'est 1 sur N0 lambda 2, donc 1 sur la densité en l'espace des phases associée à ma fraction superfluide. Maintenant, si je prends un échantillon de taille finie, donc je prends un point 0 ici, puis je prends mon point R sur le bord ici, donc cette chose-là ne va pas avoir eu le temps de décroître strictement à 0 quand je vais arriver sur le bord de mon échantillon. Ça vaudra quelque chose comme N0, 6 sur L à la puissance alpha. Xi, je l'ai dit, c'est la longueur associée aux interactions, typiquement 0,1 micron. L, c'est la taille de nos échantillons, 10 à 100 microns, typiquement. Donc cette chose-là, au mieux, je peux vous la mettre de l'ordre de combien? 0,1 sur 100, ça fait 1000, disons, 1 millième. Maintenant, j'ai un exposant alpha. Alpha, je vous ai dit, c'est 1 sur N0 lambda 2. Et je vous ai dit aussi qu'au point critique, N0 lambda D valait 4, donc alpha va valoir 1 quart.
Et puis si je prends un échantillon plus froid que ça, ben, N0 lambda 2 sera encore plus grand, donc alpha sera encore plus petit. Donc la décroissance la plus rapide que je peux prendre dans la zone superfluide, c'est cette décroissance en puissance 1 quart. Et donc je suis amené à prendre 1 millième, ce qui n'est pas beaucoup, mais à la puissance 1 quart, et 1 millième puissance 1 quart, ça continue à faire beaucoup, ça continue à faire 20 ou 30%. Donc là, ça veut dire que quand je pars du centre et que je vais sur le bord, eh bien, j'ai quand même une corrélation de phase qui reste entre le centre et le bord au niveau de 20 à 30%. Et cette corrélation de phase, c'est jamais rien d'autre qu'une fraction condensée. Si vous essayez de réfléchir à ce que c'est qu'une fraction condensée, c'est la plus grande valeur propre de la matrice densité à un corps. Le G1, c'est précisément cette matrice densité à un corps. Donc le F0, ici, ça va être naturellement la fraction condensée. Donc, on est dans une situation où, même si c'est bien de transition de Koszalin-Sawless qu'on parle, eh bien, il y a fatalement une fraction condensée qui va apparaître parce que notre échantillon n'a pas une taille infinie. Et c'est là qu'arrive cette phrase, qui était dans un autre contexte, c'est un contexte de magnétisation, mais les conclusions sont très voisines. La phrase, c'est donc avec une si on demandait une magnétisation inférieure à 0,01, ce qui voudrait dire ici demander une fraction condensée inférieure à 0,01, une fraction condensée extrêmement faible. Parce que c'est, après tout, c'est par ça que j'ai commencé mon exposé sur la gaz à 2 dimensions. Eh bien, donc une fraction condensée, une fraction de magnétisation inférieure à 0,01 pourra être raisonnablement à la limite thermodynamique. Il faudrait que le système soit plus grand que la taille de l'état du Texas pour que le théorème de Merlin-Wagner soit pertinent. Et évidemment, on n'a pas d'échantillon de la taille de Texas, que ce soit qu'on fasse des écorces de magnétisation ou qu'on fasse des condensats. Donc, il faut vivre avec ça. Il faut vivre avec ces fractions condensées. Mais il faut vivre avec ça, mais ce n'est pas si gênant que ça en tant que tel. Hein. Simplement, on est dans une situation assez paradoxale où on commence par dire il n'y a pas de condensat stricto sensu, mais il y a une transition de Koszalin-Sawless. Quelle est la conséquence de cette transition de Koszalin-Sawless? Eh bien, c'est de faire apparaître une fraction condensée dans un système de taille finie. Donc, c'est ce que j'essaie de résumer ici. Donc, il n'y a pas d'incohérence dans le modèle, c'est simplement une situation, comme je dis, un peu paradoxale. Et si on veut donc pousser les choses un petit peu plus loin, on peut se dire, prenons un gaz donc, dans une boîte carrée, j'ai un système de taille finie. Donc, si je n'avais pas d'interaction, je pourrais avoir la condensation d'un gaz parfait, parce que mon système est de taille finie, et cette condensation, je l'attendrai, alors là il faut faire le calcul, mais je vous demande de me voir sur parole, quand la densité d'espace des phases est de l'ordre du log de l'aire du système divisé par lambda 2, c'est-à-dire que plus mon aire du système est grande, plus il faut que je mette une grande densité d'espace des phases pour condenser dans ce système de taille finie. C'est bien compatible avec le fait qu'il n'y a pas de condensat dans un système de taille infinie, puisque à ce moment-là, L tend vers l'infini, et donc L lambda 2 devrait tendre vers l'infini. Donc, dans un système de taille finie, il y a effectivement une condensation, mais elle requierrait beaucoup d'atomes parce que ce rapport-là est grand. En revanche, j'ai une transition superfluide via le mécanisme de BKT quand N lambda 2 prend une valeur qui est complètement finie, qui est ce 380 sur G tilde. Je dis que ça va être à peu près 8. Et donc, je fais la manip avec mon gaz en interaction, je trouve la transition de BKT, une fraction condensée apparaît via le détail fini que je viens de vous dire, mais elle peut apparaître alors même qu'un gaz idéal, lui, ne serait pas condensé parce que ça aurait été trop gros. Donc, tout va bien, c'est simplement qu'on utilise dans ces systèmes, finalement, et ça avait très bien été compris par vraiment les autres, on utilise dans ces systèmes, finalement, la condensation comme une signature d'un mécanisme qui se produirait en l'absence même de condensation. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas d'incohérence là-dedans. C'est juste une situation paradoxale. Bien, j'avais autre chose sur ce qui se passe dans le piège harmonique, mais je pense que je vais le sauter, c'est un petit peu complexe. Et je voudrais maintenant passer à la superfluidité. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé essentiellement de cohérence, de cette fonction G1. Je fais des fonctions d'interférence, est-ce que je vois ou non des franges bien rectilignes. Je vous ai parlé de vortex, qui sont sur la phase, vous aurez plus de pi ou moins de pi. Mais est-ce que notre système est bien superfluide? C'est-à-dire que, est-ce que ce qui constituait la smoking gun, comme on dit, pour les films d'hélium, est-ce qu'on retrouve aussi cette superfluidité pour nos gaz atomiques? Alors, la réponse est oui, et vous allez voir comment est-ce qu'on s'y prend. Alors, il n'est pas question de faire, je dis tout de suite, une expérience où on absorbe nos atomes froids sur un substrat. Hein, si nos atomes sont nano-Kelvin, si on les met sur un substrat, ils vont se coller et on ne va plus rien voir, c'est désespéré. Donc, il faut faire une autre manip de superfluidité. Et ce qu'on fait, c'est des manips directement inspirées du critère de Landau.
à savoir, est-ce que, ayant mon système que je suppose superfluide, est-ce que je peux mettre une impureté à l'intérieur et puis bouger cette impureté sans créer de dissipation, sans chauffer le système? Alors, il y avait eu des manips faites à 3D, dans le groupe de Jean-Jean Ketterle, tout au début des condensats, où il avait pris un gaz en forme de cigare, c'est un gaz 3D, et le défaut qu'il avait fait bouger, la pureté qu'il avait fait bouger, c'était un trou créé par un laser. Donc, il envoyait un laser comme ceci, qui traversait donc d'abord des zones de basse densité en haut, des zones de haute densité au centre, des zones de basse densité à la sortie, et puis il bougeait ce faisceau dans des allers-retours le long de l'axe du cigare, et regardait si oui ou non le gaz chauffait. Alors c'est très joli manip, assez difficile à interpréter parce que précisément il était à 3 dimensions, c'est-à-dire que son impureté n'était pas une impureté locale qui aurait bougé dans une zone de densité bien connue, mais elle traversait des zones à la fois des zones probablement non superfluides en haut et en bas, et puis des zones qui étaient superfluides au centre. Donc ça montrait bien des signes de superfluité, mais ce n'est pas facile à interpréter. À 2 dimensions, la vie est beaucoup plus simple. Et c'est de ça qu'on a tiré parti dans notre laboratoire, c'est-à-dire qu'on est parti d'un disque d'atomes, comme ça, et on a creusé un petit trou avec un laser, et là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de variation de densité le long de la ligne, puisque ça, c'est gelé complètement comme mouvement. Donc on a creusé un petit trou ici, on a bougé ce trou sur un cercle de densité égale, on a regardé si oui ou non le mouvement de cette impureté, qui est le trou créé par le laser, allait chauffer ou non le système. Alors voilà pour les explorateurs à quoi ça ressemble. On a un microscope de microscope qui regarde notre gaz 2D, là vu par la tranche, et on utilise également ce microscope pour envoyer le faisceau qui sert d'agitateur qu'on focalise sur les atomes. Donc voilà une vue typique du gaz, donc le diamètre ça fait près d'1 micron, et voilà le trou qui fait à peu près 1 à 2 microns de taille. C'est un bon objectif de microscope. Et un résultat expérimental parmi beaucoup d'autres ressemble à ça. Ce que vous voyez ici, c'est la température finale du gaz, mesure en nanokelvin, en fonction de la vitesse à laquelle on bouge notre petite impureté. Donc pour faire cette manip, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit des nuages qui ont un certain potentiel chimique, une certaine température, et puis on se fixe un rayon et on bouge sur ce rayon comme ça, on tourne pendant un certain temps, et on mesure la température finale et on la compare à la température initiale. Donc vous voyez ici les températures, donc j'attire votre attention sur l'échelle, ici, là vous avez 90, 95, 100 nanokelvin, les barres d'erreur sont de l'ordre de 1 nanokelvin. Ce n'est pas des manips simples, hein. Pour avoir des températures stables au nanokelvin près, les étudiants ont dû vraiment beaucoup travailler, beaucoup de moyen-âge et beaucoup de... Enfin, d'abord s'assurer que tout était bon, et puis après on commençait à moyenner. C'était pas des manips simples. Mais bon, tout le monde était très content à la fin. Et ce qu'on voit, il y a une ligne rouge pour aider l'œil, hein, quand même, c'est bien. Mais ce qu'on voit, grosso modo, c'est que quand la vitesse est suffisamment basse, essentiellement la température est constante. C'est-à-dire que nos résultats sont compatibles avec aucune élévation de température. Et puis au-dessus d'une certaine vitesse critique ici, eh bien, il y a effectivement un échauffement du système lié au mouvement de cette impureté. Donc ça, c'est bien ce qu'on attend pour un système superfluide. C'est une vitesse critique en dessous de laquelle on ne chauffe pas, et puis une vitesse critique au-dessus de laquelle on commence à générer plein d'excitation dans le système, et on voit donc une élévation de température. Donc là, c'est un exemple, un graphe où on regroupe tous nos résultats. Donc ce que j'ai mis ici, c'est le potentiel chimique local, là où se trouve l'agitateur. Donc quand le potentiel chimique est inférieur à une certaine valeur, alors précisément c'est le potentiel chimique local, donc mu moins V de R, divisé par la température. Donc quand on se parlait de 100 dimensions qui est inférieur à une certaine valeur, de l'ordre de 0,2, eh bien le gaz est peu dégénéré, et à ce moment-là il n'est pas superfluide, donc on voit quelque chose qui est compatible avec une vitesse critique nulle, donc un échauffement qui est tout le temps présent, quelle que soit la vitesse de l'échantillon. Et en revanche, quand ce potentiel chimique divisé par la température devient supérieur à une certaine valeur, ici, à ce moment-là le gaz a une densité d'interface plus grande, donc on dépasse le seuil de superfluidité, et là la vitesse critique devient non nulle, elle est de l'ordre de une fraction de millimètre par seconde. C'est une fraction aussi de la vitesse du son dans le système, et ça c'est bien ce qu'on attend, compte tenu du mécanisme de dissipation pour ce type de défaut, on attend qu'il y ait des paires de vortex qui soient générées par l'objet qui bouge quand il bouge trop vite, et le seuil pour générer cette paire de vortex est effectivement aux alentours d'une fraction significative, donc 0,3, 0,4 vitesse du son.
Donc on peut comme ça, non seulement donc, vérifier que la fonction G1 devient algébrique, mais également vérifier que le gaz devient bien superfluide, une densité superfluide non nulle, qui apparaît pour une certaine valeur critique de mu sur Q. Alors la prédiction de messieurs Kopiav-Sisnov, ceux qui avaient fait la simulation de Monte-Carlo, ici, c'était que le seuil de superfluidité aurait dû être à 0,15 pour notre force d'interaction. Nous, on le trouve plutôt à 0,2, 0,22. Je dirais qu'on n'est pas très inquiet par cet écart-là, parce que comme on sonde avec un objet qui est quand même malgré tout assez étendu, il est possible qu'il faille mettre tout l'objet à l'intérieur de la zone superfluide pour ne pas chauffer du tout. Or, ce qu'on a pris comme critère ici, c'était le centre de l'objet. Donc, si on dit que le bord extérieur de l'objet doit également être dans la zone superfluide, ça nous décale cette ligne-là, ça nous la remet ici. Donc, je dirais, les effets de taille finie de notre agitateur suffisent à expliquer le léger écart entre la théorie et l'expérience. Voilà. Bien, alors, je regarde si j'en suis dans le temps, oui, j'ai encore un petit peu de temps. Dans les 10 à 15 dernières minutes, j'aimerais aborder un tout dernier point qui est la physique hors d'équilibre. Et ce mécanisme de Kibble-Zurek qu'on a commencé à étudier, qui est également étudié dans pas mal de laboratoires, et qui, à mon avis, est un joli développement de ces gaz d'atomes froids également. Alors, pour expliquer de quoi il s'agit, je voudrais revenir encore une fois sur les transitions de phase standard, transitions de phase du deuxième ordre, par exemple la condensation de Bose-Einstein. Donc, on oublie pour l'instant la physique à deux dimensions. Et donc, quand j'ai une transition de phase standard, ce qui se passe, c'est donc j'ai une brisure de symétrie à haute température. Donc là, maintenant, les hautes températures sont plutôt à gauche et les basses températures à droite. À haute température, je n'ai pas de brisure de symétrie, j'ai un gaz thermique. Et puis à basse température, je brise la symétrie de phase, la symétrie U1, et j'ai une fraction condensée non nulle. Ça, c'est une version tridimensionnelle simple. Si je fais un petit dessin sur les longueurs de corrélation qui peuvent apparaître dans le système, donc à haute température, là j'ai une très courte longueur de corrélation dans mon système, effectivement c'est lambda thermique. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand j'approche le point de transition ici, ma longueur de corrélation dans mon système diverge. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié à la fin du siècle précédent en physique statistique, toute la théorie des exposants critiques ici. Donc la longueur de corrélation diverge, elle diverge comme 1 sur T-TC avec un certain exposant nu, qui est cet exposant associé à la divergence de la longueur de corrélation. Et puis, si je suis vraiment dans un point de vue complètement quasi-statique, ce qui se passe une fois que je passe la transition, c'est que ça, ce que j'avais représenté avec différentes couleurs, c'était différents domaines correspondant à différentes phases décorrélées du système. Et puis, quand je passe les C, eh bien, la phase devient uniforme sur tout mon système, c'est cette brisure spontanée de symétrie. Il peut rester une fraction non condensée qui est représentée par les points noirs. Et puis, si je pousse encore mon refroidissement, la fraction non condensée disparaît. Tout est condensé, tout est uniforme, la vie est belle. Alors, ça c'est vraiment ce qu'on lit dans tous les livres de physique statistique. L'exposant nu ici a été mesuré pour des gaz de Bose. C'est le groupe de Zurich, de Stival-Singer, qui a trouvé un exposant nu égal à 0,67, plus ou moins 0,13, donc la barre d'erreur est assez grande quand même. Ça se compare à peut-être deux prédictions. Une prédiction qui serait une prédiction de champ moyen qui serait nu égal à 1,5. Alors c'est quand même assez loin de nu égal à 1,5, même si la barre d'erreur est grande. Le modèle qu'on pense être valable pour cette transition superfluide dans un gaz de Bose, c'est le modèle XY, qui a 3 dimensions ici. Et là, la prédiction est 0,67, 17, donc là c'est vraiment excellent. Même si, encore une fois, la barre d'erreur est bien supérieure à ce qu'on pourrait, à l'enthousiasme qu'on pourrait avoir en regardant les deux nombres. Donc ça, c'était une version complètement quasi-statique. Le mécanisme de Kibble-Zurek essaie de décrire ce qui se passe quand on traverse cette transition relativement vite. Alors ça a été proposé dans un cadre cosmologique par Kibble, et puis ça a été transposé dans un cadre matière condensée par Zurek. Le mécanisme en question est le suivant. On suppose qu'on varie un des paramètres du système, en l'occurrence la température, d'une manière linéaire, en un temps t tau q, donc q pour quench, disons qu'on va varier la température, non pas adiabatiquement, mais en un temps fini. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va approcher le point de transition, depuis les régions de haute température vers le point critique, eh bien, on ne va pas pouvoir être en permanence adiabatique. Et la raison pour ça, c'est que le temps de relaxation du système diverge quand on s'approche de TC. Le temps qu'il faut pour le système,
s'équilibrer à la nouvelle température devient de plus en plus long. On peut mettre ce temps de relaxation sous la forme suivante. Le temps de relaxation varie comme xi, la longueur de correction de l'introduite à la diapositive présente, puissance z, où z est un autre exposant, donc l'exposant dynamique. Et cet exposant dynamique, si vous croyez une théorie de champ moyen, par exemple, eh bien, on prédit qu'il vaut 2. C'est un temps proportionnel à une distance au carré, ça rappelle beaucoup les processus de diffusion, hein, pour ceux qui veulent une image mentale très simple de ça. Donc, quand on prend ce mécanisme en compte, quand on se dit, ah ben, il ne va pas pouvoir y avoir de suivi adiabatique du système à travers la transition de phase, eh bien, cette petite bande dessinée que j'avais faite tout à l'heure, ça devient ça. Ça devient, ici, je pars toujours de mon système avec une longueur de corrélation très courte. Tant que je suis adiabatique, tout va bien. Je commence à former des domaines de phase assez grands, mais non connectés les uns avec les autres. Et puis, à un moment, mon système cesse de suivre adiabatiquement. C'est-à-dire que mes domaines de phase ne peuvent plus croître comme j'aurais pu le croire en regardant naïvement cette formule-ci. Ils sont en quelque sorte gelés, et je traverse le point de transition sans finalement que le système n'évolue. Et puis ensuite, une fois que je suis là et que je laisse au système le temps de relaxer, certes il va relaxer, mais maintenant il va relaxer, mais il peut y avoir des défauts topologiques qui vont subsister. Par exemple des vortex, si j'ai ici différents domaines de phase avec un enroulement possible de pi, quand je pars de là et que je fais un tour complet, eh bien je peux avoir des vortex qui restent. Donc il peut y avoir des reliques, si vous voulez, du fait qu'on n'ait pas passé ici cette transition de manière quasi statique, qu'on l'a traversée trop vite, et on peut avoir ici donc des choses qui restent à la fin, qui nous signent cette non-adiabaticité du système. Alors on peut aller un petit peu plus loin, on peut dire quand est-ce que le système va se geler? Essentiellement, ce qu'on dit qui veut les Durex, c'est que quand le temps qui reste avant de passer au point TC devient plus court que le temps de relaxation lui-même, à ce moment-là, je peux considérer que le système n'évolue plus. Et si vous mettez simplement cette phrase que je viens de dire en équation, vous trouvez que la taille des domaines au moment où ils se figent, eh bien ça varie comme tau Q, le temps de refroidissement, avec encore une fois un certain exposant petit b. Et cet exposant petit b, c'est une algèbre assez simple. Hein. Vous pouvez le relier aux deux exposants que j'ai introduits précédemment, à savoir l'exposant nu qui intervient dans la divergence de la hauteur de corrélation, et puis l'exposant z qui me dit comment est-ce que le temps de relaxation varie. Et la formule est ici, c'est nu sur 1 plus nu z. C'est un exercice tout bête. Là, en fait. Donc du coup, si je regarde ce système-là, et si je regarde combien j'ai formé de reliques topologiques, c'est-à-dire de défauts topologiques, comme les vortex ou des solitons, si je suis à une dimension, en fonction du temps avec lequel j'ai traversé cette transition-là, eh bien, je vais pouvoir évaluer la taille d'un domaine D, je connais tau Q, donc je peux évaluer petit b, donc je peux espérer avoir accès aux exposants critiques de la transition. Donc c'est ça l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y a moyen comme ça, en regardant ce mécanisme, de remonter à nu, mais nu on le connaît déjà, je vous l'ai dit, c'est 0,66, mais aussi Z, qui est beaucoup difficile à mesurer. Alors, ces manips à la Kibble-Zurek ont été faites dans pas mal de systèmes de physique atomique et moléculaire. Les gens ont regardé des chaînes d'ions, les gens ont regardé des condensats spinners, pardon. Les gens ont regardé des formations de condensats dans des pièges harmoniques. Il y a eu aussi des manips faites sur des solitons à Trento. L'isolant de Mott que j'ai présenté tout à l'heure, c'est aussi un système sur lequel on peut étudier cette transition de Toeslade-Starless. Je dirais qu'une grande partie des systèmes, à l'exception de ce système 3D qui a été étudié à Cambridge, une grande partie des systèmes sont des systèmes inhomogènes, c'est-à-dire que c'est encore une fois des systèmes dans lesquels il y a un confinement harmonique présent. Et à ce moment-là, le mécanisme de Kibble-Zurek a un petit peu changé parce que la transition de phase ne se produit pas partout en même temps et commence par se produire au centre du piège, là où c'est la plus grande, et puis j'ai un domaine qui croît, et la non-adiabaticité, c'est à quelle vitesse est-ce que ce domaine peut croître. Donc ça remplace certains ingrédients du mécanisme de Kibble-Zurek par plutôt des ingrédients basés sur la causalité, à quelle vitesse est-ce que la corrélation peut s'étendre dans mon système. Donc on change un petit peu de paradigme. Donc du coup, il y a un intérêt à reprendre ces mécanismes de Kibble-Zurek avec des systèmes homogènes. C'est ce qu'a fait Adivavitch à Cambridge dans des systèmes strictement 3D, des pièges en boîte. Et c'est ce que nous on a fait dans des pièges que vous ne pouvez pas voir, parce que, encore une fois, je suis victime du passage sur la transition Mac-PC.
Mais qu'est-ce que vous devriez voir? Ben, nos systèmes sont des systèmes hybrides 2D, 3D. C'est-à-dire que c'est des systèmes pour lesquels on n'a pas vraiment complètement gelé le mouvement selon Z, mais c'est des systèmes quand même assez 2D. Qu'est-ce que vous devriez voir ici? Ce que vous devriez voir, c'est un anneau donc, dont le rayon interne vaut 9 microns et le rayon externe vaut 15 microns. Je suis vraiment désolé, mais il faut que vous représentiez, on appelle ça une cible, et c'est effectivement une cible. Donc, je pose mon micro, vous avez un anneau comme ça, et au centre, vous avez une petite pastille, un petit disque. Donc, vous avez un disque, c'est pas entouré d'un anneau. D'accord? Donc, une cible est une bonne image mentale pour ce que Microsoft m'empêche de vous montrer. Alors, ces anneaux sont tels que, quand on les refroidit, ils sont très très dégénérés. Vous voyez, ρ lambda 2 est supérieur à 100, donc on est vraiment dans un système de limite de température nulle, on a 10 nanokelvin seulement. Donc il n'y a pas de doute qu'on a poussé le refroidissement à un point où tout devrait être complètement au repos, quasiment. Et ce qu'on va regarder, donc, c'est ce qui se passe dans l'anneau. Donc, parce qu'on est dans un régime où on refroidit le système vite, hein, pour arriver à 6 nanokelvin, on peut y aller très vite, eh bien, on s'attend à avoir un système qui n'a pas forcément une phase homogène sur tout l'anneau. C'est ce que j'ai présenté par des couleurs différentes ici. Les couleurs représentent différentes phases de ma fonction macroscopique dans cet anneau. Plus précisément, donc, si j'appelle petit d la taille d'un patch, c'est-à-dire d'un domaine sur lequel je m'attends une phase à peu près constante, 2pi r bar, c'est le périmètre de l'anneau ici, eh bien le nombre de patchs, le nombre de domaines, ça va être simplement le périmètre de pi r bar divisé par petit d. R bar, c'est donc la moyenne entre le rayon interne de mon anneau 9 et le rayon externe 15, donc je le mets à 12 ici. Donc chaque patch ici, chaque couleur correspond à une phase tirée au sort au moment de la condensation, et encore une fois, parce que je suis allé vite, ces phases n'ont pas eu le temps de se parler entre elles. Donc je peux dire que ça c'est un nombre aléatoire entre moins pi et plus pi, ça c'est un nombre aléatoire entre moins pi et pi, etc. Donc si maintenant je m'intéresse à l'enroulement de phase le long de cet anneau ici, eh bien je dois sommer n nombres, tous compris entre moins pi et pi, n nombres aléatoires. Et si je m'intéresse à l'enroulement total, eh bien vous savez que quand vous sommez n nombres aléatoires, tous entre moins 1 et 1, ben, vous obtenez quelque chose qui est en racine de n, fois quelque chose qui est entre moins 1 et 1. Donc c'est en racine de n, quoi. Donc j'attends un winding qui va être comme un enroulement de phase, pardon, un nombre d'enroulement qui va être en racine de 2pi r sur d, au moins dans la limite où n est grande devant 1. Alors nous, nos manips ne sont pas exactement dans n grande devant 1, on a n qui sont entre 3 et 10, enfin on va faire l'approximation. Maintenant, qu'est-ce que signifie d'avoir un enroulement de phase dans ces anneaux? Ça veut dire que si je laisse maintenant au système le temps de relaxer, c'est-à-dire je laisse le temps aux atomes de la zone jaune d'aller explorer la zone bleue, etc., donc je laisse tout ce petit monde le temps de communiquer entre eux, eh bien, ils vont relaxer vers un état d'équilibre, mais l'enroulement de phase que j'ai au départ, lui, il va subsister, c'est quelque chose de robuste sur le plan topologique. Donc, avoir un enroulement de phase comme ça qui est non nul, c'est-à-dire qu'il y a un multiple de 2pi, eh bien, ça correspond à un supercourant qui va circuler avec un signe aléatoire, c'est-à-dire que ça peut tourner vers la gauche ou vers la droite. Comment est-ce qu'on détecte ça? Eh bien, on détecte ça grâce à la petite pastille qui est au centre, ici, que vous ne voyez pas ici, mais qui est là, qui, elle, est suffisamment petite pour avoir une phase bien déterminée dans le refroidissement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à un instant donné, couper le confinement de cet anneau et de la pastille. Donc, la pastille va s'étaler, l'anneau va également s'étaler, donc tout ça va se recouvrir. Et on va observer donc l'interférence entre la pastille qui a une phase uniforme et puis cet anneau ici qui avait possiblement un enroulement de phase dans un sens ou dans l'autre. Que voit-on? Eh bien, on voit ces figures-là. On voit des figures qui, de temps en temps, ont des formes, selon vos goûts, de spirales ou d'escargots. Donc, la plupart du temps, quand même, pour pas de triche, on voit des figures parfaitement concentriques comme ça, des beaux petits ronds. Donc ça nous dit qu'il n'y avait pas d'enroulement de phase dans ce cas-là. La phase de l'anneau était uniforme. Là, je vous montre l'image brute et l'image reconstruite, hein, mais c'est exactement la même chose. Donc ici, il n'y avait pas d'enroulement de phase. Là, en revanche, ce que vous voyez, c'est une spirale qui tourne dans le sens contraire des d'une montre. Donc ça, on va dire que c'est un enroulement de phase de moins 1 dans l'anneau. Là, vous voyez une spirale qui doit tourner dans plus 1 dans le sens des d'une montre. C'est un enroulement, c'est le même module que celui-ci, mais dans le sens contraire. Et puis là, vous avez une double spirale, c'est-à-dire que vous voyez ici un enroulement de phase qui correspondra à un plus 2 dans l'anneau, etc. Donc on peut voir, on a vu jusqu'à des plus 4 ou plus 5 maintenant sur nos manips récentes, donc c'est quelque chose qui marche bien. Et on peut donc faire comme ça une statistique assez précise du nombre d'enroulements de phase
en fonction de la vitesse à laquelle on a refroidi le système. Alors, on a fait varier autant que faire se peut la vitesse de refroidissement. La vitesse la plus courte à laquelle on peut tremper le système, comme ça, c'est 25 millisecondes. C'est difficile d'aller en dessous parce qu'après, on n'est pas du tout sûr que la température ait bien un sens. Il faut quand même qu'il y ait des collisions entre atomes pour définir une température. Et le temps moyen de collision d'atomes, c'est quelques millisecondes, donc on s'est interdit d'aller en dessous de 25 millisecondes. Le temps le plus long, là, c'était 2 secondes. Là, ça devient comparable à la durée de vie même des atomes, c'est-à-dire que si on avait pris ici, non pas 2, mais 10 ou 20 secondes, on aurait perdu un nombre très significatif d'atomes pendant le refroidissement, donc la nature du problème aurait un petit peu changé. Donc on s'est donné un facteur 100, grosso modo, entre le temps minimum et le temps maximum. On pourrait dire un facteur 100, c'est beaucoup. En fait, c'est pas beaucoup parce que on a trouvé une loi exponentielle, mais on a trouvé une loi exponentielle avec une loi algébrique. On a trouvé une loi algébrique avec une exponence très faible, c'est-à-dire que quand on mesure le nombre d'enroulements en fonction du temps d'évaporation, l'exposant ici, T puissance alpha, c'est seulement 0,19. Donc même si T evap varie d'un facteur 100, le nombre d'enroulements ici varie seulement d'un facteur 3, ce qui n'est pas beaucoup. On aurait aimé avoir une plus grande variation, mais là, je dirais, on est limité par ce que la nature nous offre. On se remet mal d'un exposant 0,2. C'est difficile, la vie est parfois difficile, la vie expérimentateur. Voilà, mais néanmoins, c'est quand même un résultat intéressant. Comment est-ce que ça se connecte aux exposants critiques qu'on est en droit d'attendre? Donc, on trouve ce 0,19 ici. Le nombre d'enroulements moyens déduit de ces spirales, ça varie comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure que si j'attends 2 pi r sur d domaines, j'attends un nombre d'enroulements de racine de pi r sur d. Donc, si je prends cette loi 0,19 là, et si je vois qu'elle intervient ici dans une racine, eh bien, j'en déduis que la taille d'un domaine de phase ici, eh bien, est reliée comme T vap à la puissance b, et ce b n'est autre que ce moins 0,19 multiplié par 2 à cause de la racine carrée ici, donc 0,38. Voilà, donc taille d'un domaine de phase variant comme le temps de refroidissement à puissance 0,38. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que normalement ce exposant petit b, ça devait être nu, l'exposant lié à la longueur de corrélation, sur 1 plus z nu, z exposant dynamique. Alors comment est-ce que ça se compare à la théorie, cette chose-là? Donc le 0,38, comment ça se compare à cette prédiction-ci? Si vous croyez à la théorie de champ moyen, mais il n'y a pas de raison d'y croire, mais si vous y croyez, nu vaut 1,5, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, z égale 2, donc ça fait un v qui doit valoir 0,25, quand vous injectez nu sur 1 plus z nu. Si vous croyez au modèle F qui décrit la superfluidité, donc ça c'est un modèle bien connu dans le domaine sur les statistiques des champs, nu égale 0,67, z égale 3,5, ça donne un v égale 0,33, beaucoup plus proche de ce qu'on a trouvé ici. Donc voilà, on en est là, nos barres d'erreur sont encore grandes, c'était aussi le cas de la manip que je citais de Zurich. Donc on n'est pas du tout au stade où on est capable d'apporter des choses très très précises à la statistique en termes d'exposants critiques, mais je dirais il y a bon espoir d'améliorer quand même ces barres d'erreur. Je ne sais pas si on arrivera au pourcent ici, mais faire quelques pourcents, je pense que c'est faisable avec des manips optimisées et des temps de moyen âge un petit peu plus grands que ce qu'on a fait là. Et là, je dirais que ça devient intéressant parce que, en particulier cet exposant Z, là, à ma connaissance, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer dans d'autres systèmes. Donc, si on peut apporter comme ceci des réponses avec les atomes froids, eh bien, ce sera intéressant. Et puis, comme cette manip, elle a été faite sur notre système, qui est un système quasi 2D, ça amène aussi une question intéressante, qui est que, en fait, nous, la transition qu'on regarde, ce n'est pas une transition du deuxième ordre, c'est une transition BKT, qui est d'ordre infini. Donc, il devrait y avoir, il y avait Jacques Landolo et ses collaborateurs, en particulier Giroli aussi, qui ont regardé ça, il devrait y avoir des corrections aux lois qui veulent Jurek liées au fait qu'on a une transition qui n'est pas une transition du deuxième ordre. Et donc, ce sera intéressant si vous pouvez aller voir ces déviations dans le cadre du mécanisme de Kibble-Jurek. Voilà. Et ça, c'est pour le futur, on n'en est pas encore. Bon, et bien écoutez, j'en arrive vraiment à la toute dernière fin de ces cours. Donc là, je voudrais faire en les 2 dernières diapositives un bilan de ce qu'on a vu et de ce qu'on n'a pas vu. Et vous dire donc certaines des choses qui, à mon avis, sont très prometteuses pour le futur. J'ai séparé en 2 diapos. La première, c'est plutôt la physique à 1 et quelques atomes. Et puis le suivant, ce sera la physique à n corps. Dans la physique à 1 et quelques atomes, j'espère vous avoir convaincu que les atomes francs ont vraiment révolutionné tous les aspects métrologiques. J'ai pas mal discuté ces aspects de mesure de gravité, mesure de masse via les oscillations de blocs. Une chose que je n'ai pas du tout abordée, c'est la mesure du temps. Et vous savez sûrement que maintenant le temps
temps atomique, le temps qu'on obtient avec les horloges parlantes et autres, c'est un temps d'atome froid, c'est-à-dire qu'il y a dans tous les laboratoires de métrologie du monde des horloges à atomes froids qui servent de standard de temps, qui sont bien plus précises que toutes les horloges qui existaient avant. Il y aura probablement l'année prochaine une horloge à atomes froids qui sera lancée dans l'espace, c'est le projet ACES, l'horloge à atomes froids s'appelle Pharao, c'est un projet qui est piloté par Christophe Salomon en particulier, c'est un projet européen, français d'abord puis européen. Donc ça permettra de faire une distribution universelle d'un temps à la surface de la planète, quelque chose qui n'existe pas en ce moment et qui sera vraiment très, très utile. Ça servira aussi pour des tests de physique fondamentale. Donc ça, ce sera sûrement un moment intéressant de voir ces horloges qui voleront. Ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'avec l'atome froid, on veut vraiment faire de l'ingénierie des Hamiltoniens et des états. On a discuté les points de Dirac, on a discuté les bandes avec des nombres de Chern non nuls. Les réseaux d'atomes, ce que je vous ai montré dans ces réseaux optiques, là, ces lignes, ces clusters éventuellement, je pense que c'est vraiment des très bons outils pour le traitement quantique de l'information, la possibilité de générer des arrangements à volonté d'atomes. Une chose que je n'ai pas abordée, mais qui est néanmoins très intéressante, c'est les potentiels désordonnés, et avec tout ce qui a trait à la locution d'Anderson, en absence d'interaction avec atomes ou en présence d'interaction avec atomes, les deux sont intéressants. Et puis il y a aussi tout un champ de recherche qui aurait mérité une série de cours à lui tout seul, qui est tout l'aspect physique moléculaire. J'ai vraiment effleuré les interactions entre atomes, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la physique des états d'Efimov, par exemple, toutes ces choses-là, les dimères, les trimères qu'on peut former, tout ce qui peut se relier à la chimie quantique, vraiment quantique, mais ultra froide, température microkelvin et en dessous. Et puis sur les parties problèmes à N-core, alors là, on rentre dans des domaines donc, qui sont soit des domaines d'équilibre, soit des domaines hors d'équilibre. Les domaines à l'équilibre, on a vu cette transition superfluide mise en mode, donc les systèmes de basse dimension, c'était les cours d'aujourd'hui. Les cours de la semaine dernière, je vous ai parlé de systèmes d'effets quantiques et d'effets topologiques. Je pense que là, c'est vraiment un domaine qui est en train d'émerger, mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont apparaître dans les 5 prochaines années. J'avais parlé un petit peu de champ de jauge non abélien, là, en particulier c'est un domaine qui est vraiment balbutiant à ce stade. Une chose que je n'ai pas abordée du tout, c'est les systèmes avec des forces à longue portée. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont des spécialistes. Les forces à longue portée dont on parle ici, c'est quand même pas des forces coulombiennes ou des forces gravitationnelles. C'est des forces essentiellement entre dipôles, donc des énergies en 1 sur R3. Ça reste néanmoins suffisamment à longue portée pour changer dramatiquement les conclusions qu'on peut avoir par rapport aux interactions de contact en delta de R1-R2 que j'ai décrites aujourd'hui. Donc il y a dans ces systèmes de forces à semi-longue portée, probablement de votre point de vue, des effets quantiques qui sont intéressants. Et puis les 3 dernières lignes, c'est toute la physique qui est hors d'équilibre. Donc j'ai mentionné un petit peu Kibble-Zurek tout à l'heure, là, dans les minutes qui précèdent. Un autre aspect de dynamique, c'est les champs de jauge dynamiques, c'est-à-dire que c'est reprendre ce que j'avais décrit la dernière fois avec des champs de jauge, mais au lieu d'imposer les champs de jauge extérieurs, c'est se débrouiller pour que les champs de jauge soient eux-mêmes influencés par le mouvement des particules. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Les électrons rayonnent un champ et ce champ réagit sur les électrons. Donc les champs de jauge en général sont coupés à la matière. Donc ça c'est quelque chose qui est en train d'apparaître sur le plan théorique. Sur le plan expérimental, les propositions sont encore compliquées. Mais sur le plan théorique, il y a déjà des études qui sont faites et des schémas expérimentaux qu'on pourrait essayer d'implémenter. Et puis une toute dernière chose, mais qui à mon avis a aussi vocation à se développer, c'est le lien entre la physique à N-core et la dissipation. C'est-à-dire que c'est quitter l'idée de faire un Hamiltonien pour préparer son état fondamental ou quelques états excités qui ont des propriétés intéressantes, et se dire, on oublie les Hamiltoniens, on se concentre sur ces systèmes dissipatifs, c'est-à-dire les systèmes avec lesquels on agit de manière continue avec un réservoir, et on se débrouille pour que le réservoir prépare des états non triviaux. Alors, si je me limite à un corps, un état non trivial, c'est par exemple un état noir. L'état noir, c'est une superposition cohérente de 2 états très différents l'un de l'autre. Enfin, ça, c'est un état non trivial, c'est pour un atome, ça. Si on peut faire la même chose pour la physique à N-core, c'est-à-dire si vous préparez des états qui ne relaxent pas, qui sont couplés à un réservoir, mais qui ne relaxent pas parce qu'ils sont l'équivalent d'état noir à N-core, ça, c'est quelque chose qui est très prometteur. Ça peut permettre d'atteindre des états qui ne seraient pas atteignables via des Hamiltoniens qu'on peut réaliser au laboratoire. Ça nécessite de faire des réservoirs qu'on sait ingénierer de manière fine, donc c'est pas simple, mais les enjeux sont vraiment importants. Voilà, je m'arrête ici. Merci encore pour votre attention pendant ces 6 heures.